Maintenant que nous avons vu comment modéliser la structure et toutes les hypothèses qui allaient avec, on va regarder comment modéliser les actions extérieures. Alors en termes d'actions extérieures, on peut imaginer que sur nos bâtiments, on va appliquer un certain nombre d'efforts, des forces actives, par exemple le vent, la neige, la charge, le poids propre de l'élément, mais aussi les personnes qui vivent à l'intérieur du bâtiment, qu'on appellera de la charge d'exploitation. On peut aussi imaginer qu'on va avoir des actions qui viennent d'autres parties de la structure. Donc quand on isole une sous-structure, on peut avoir par exemple des actions qui proviennent, si on isole un étage, des actions qui proviennent de l'étage supérieur, qui sont transmises par une partie de la structure supérieure. On va se servir pour cela de force, notion que vous avez déjà découvert dans vos enseignements au lycée. On va se servir de cet objet mathématique qui sont les vecteurs pour représenter cette force. Un vecteur ayant une direction et un sens et une intensité. Donc on va avoir des forces concentrées. Une force est représentée par un vecteur, donc je l'ai dit, une direction, un sens, un point d'application et une intensité qui s'exprime en newton. Donc quelques propriétés quand même sur ces forces. Nous on va systématiquement représenter ces forces en les projetant dans notre repère global ou bien dans le repère local suivant le cas. Donc vous voyez ici qu'un vecteur se projette de cette façon-là. Et comme ce sont des vecteurs, le vecteur f est égal à la somme des vecteurs fx et du vecteur fz. Donc c'est une somme vectorielle. Chaque force est également capable de produire un moment, c'est-à-dire un effet un petit peu éloigné, excentré. Je m'explique. Par exemple, si on prend l'exemple de cet écrou qui va être serré par cette clé, eh bien, si on applique une force F à l'extrémité, elle va s'appliquer sur un point P, on va appliquer une force comme ça. Et cette force va avoir un effet eh bien, direct sur l'écrou lui-même et autour, on va tourner autour du centre O. Cette action à distance eh bien, va produire un effet plus ou moins important selon la distance entre la force et le point O. Plus plus la distance D est importante et plus l'effet produit par F va être important. Donc nous, on va parler de moment induit par cette force qui va donc produire un moment. Alors le moment, c'est en réalité, donc c'est le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Alors pour être un petit peu plus simple, on évitera de faire des calculs vectoriels. Et bien dans notre cas à nous, on va prendre f fois d, puisqu'en fait OP est perpendiculaire à la force F. Donc dans un cas plus général, dans ce cas-là par exemple, eh bien, pour connaître l'effet que va avoir F autour du point P par exemple, on cherche donc l'effet que peut avoir la force F. Ça pourrait être quelqu'un qui appuie sur cette petite balancelle pour soulever le caillou qui est à l'extrémité. Eh bien on va chercher donc le moment produit par F par rapport au point P en faisant le produit scalaire le produit vectoriel PA par F. Et ce produit vectoriel, on peut l'obtenir plus simplement en mesurant la distance D qui est perpendiculaire à F et qui passe par P. Donc c'est la distance D fois F. Le problème, c'est le signe de ce truc-là. Ce signe, il est défini par la convention que nous avons choisie. Pour nous, la convention fait que lorsque la force F tourne autour de P dans le sens positif de notre repère, eh bien on va mettre un signe plus devant. Et quand on ne se tourne pas dans le sens positif, quand on est opposé à notre sens positif, eh bien on va positionner un signe négatif à ce moment.
Donc là, on se retrouve avec un moment négatif de f par rapport à p, qui est moins d fois f. On a, de manière générale, deux types de charges qui peuvent s'exercer sur une poutre dans son plan. On peut avoir une charge ponctuelle, donc c'est le cas par exemple de cette petite fille qui est debout sur sa poutre. Si on isole la poutre elle-même, eh bien on va se retrouver avec cette petite fille qui représente une charge ponctuelle sur la poutre. Donc on va isoler la poutre, donc pour nous c'est son axe neutre. On va représenter les appuis, alors pour l'instant de façon un peu schématique, et l'effet de la petite fille, c'est effectivement une charge F ponctuelle sur cette poutre. Pourquoi ponctuelle? Parce que la dimension, la taille de ses pieds est toute petite par rapport à la taille de la poutre elle-même. Donc là, on parlera de charge ponctuelle. Deuxième charge qu'on peut avoir, c'est une charge répartie, que là, on exprimera non plus en newton, mais en newton par mètre. Regardez cette personne, elle est allongée sur sa chaise longue. Sa chaise longue, ça pourrait être modélisé comme une poutre sur deux appuis. Et donc, on a une charge qui est la charge du poids de cette personne répartie sur toute la longueur de la poutre. Là, on ne peut plus parler de charge ponctuelle, mais on parle de charge répartie. De la même façon, le même groupe de petites filles, une fois qu'on les met tous, ou de petits garçons d'ailleurs, une fois qu'on les met tous sur la poutre, ils sont tous les uns à côté des autres, ce sont tous des charges ponctuelles, mais tellement proches les unes des autres que l'on pourrait modéliser ça comme une charge répartie. Et donc si on isole cette poutre, on retrouve notre poutre, toujours avec des appuis plus ou moins précis, et on a des charges, une somme de charges ponctuelles que l'on pourrait représenter comme une charge linéaire, une charge répartie. Alors après, on peut se poser la question de la valeur de cette charge. Est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'on a toujours la même charge partout, en tout point? Alors, pour ce qui est de la poutre, avec les enfants qui sont dessus, pourquoi pas, en supposant que le poids de chaque enfant est identique. Pour ce qui est de la personne qui est allongée sur sa chaise longue, on peut imaginer que la partie centrale de son corps est plus lourde que ses jambes, ses pieds, qui seront peut-être plus légers, donc cette charge n'est pas tout à fait homogène. Nous, on va se restreindre à un cas d'étude où on aura des charges homogènes, mais on pourrait faire les mêmes calculs avec des charges variables. Donc là, on se retrouve avec des forces qui sont linéaires en newton par mètre. Alors, maintenant qu'on a regardé les actions mécaniques, ces actions mécaniques ont des conséquences sur les déplacements. Ça va produire des déplacements dans notre poutre. Chaque point de chaque centre de gravité, grand centre de gravité de chaque section, va être soumis à en fait 3 degrés de liberté, 3 déplacements possibles. Un déplacement qu'on va noter Tx, qui est longitudinal, le long de la poutre. Un déplacement Tz, qui est là représenté de façon verticale, en tout cas qui est dirigé suivant l'axe Tz. Et puis une rotation. Donc chaque nœud qui correspond à notre poutre peut avoir 2 déplacements, un horizontal, un vertical, et une rotation. On a donc 3 degrés de liberté pour chaque nœud de notre structure. Si on avait une poutre en 3 dimensions, on aurait non plus 3 degrés de liberté, mais 6 degrés de liberté, c'est-à-dire 3 rotations et 3 translations. Alors nous, un point, c'est une translation possible. Donc si on le projette dans notre paire Z et X, on va se retrouver avec 2 translations. Et une rotation, qui est également possible.